Bonjour, ici Walid Romani et bienvenue à Document 1. Pourquoi les riches se foutent des pauvres? La pandémie a considérablement creusé les inégalités à travers le monde au cours des 3 dernières années. Selon le Bloomberg Billionaires Index, 131 milliardaires ont plus que doublé leur valeur nette pendant la pandémie. La personne la plus riche du monde, le CEO de Louis Vuitton, Bernard Arnault, valait 159 milliards de dollars le 27 décembre 2022, en hausse d'environ 60 milliards de dollars par rapport au début de 2020. Elon Musk, le deuxième homme le plus riche de la planète, se vantait d'une fortune de 139 milliards de dollars, alors qu'elle était de moins de 50 milliards avant la pandémie. Et l'Indien Gautam Adani, troisième sur l'indice, a vu sa richesse plus que décuplée au cours de cette période, passant d'environ 10 milliards de dollars au début de 2020 à 110 milliards de dollars à la fin de 2022. Et pendant ce temps, près de 97 millions de personnes, plus que la population de n'importe quel pays européen, ont été plongées dans l'extrême pauvreté en 2020 seulement, gagnant moins de 1,90$ par jour, qui est le seuil de pauvreté défini par la Banque mondiale. On estime que le taux de pauvreté mondial est passé de 7,8% à 9,1% à la fin de 2021. Aujourd'hui, la montée en flèche de l'inflation affecte la croissance des salaires réels, ronge les revenus disponibles des personnes dans le monde entier. Pour freiner la hausse des prix, les banques centrales ont réduit les flux d'argent dans l'économie en augmentant les taux d'intérêt et en retirant les liquidités excédentaires. Mais cela s'est retourné contre les travailleurs, car les entreprises, comme les entreprises technologiques comme Amazon, Twitter et Meta, ou les banques comme Goldman Sachs, ont réagi par une vague de licenciements massifs à la fin de l'année. Plusieurs journalistes et podcasteurs, dont Jon Stewart avec son podcast Problem with John, que j'apprécie beaucoup, se sont entretenus avec des économistes pour comprendre pourquoi les riches continuent de s'enrichir, même au milieu des crises, et si cela est inévitable chaque fois qu'il y a un ralentissement économique. Bien, pour faire une longue histoire courte, de nombreux pays ont adopté des politiques telles que des allègements fiscaux et des incitatifs financiers pour les entreprises afin de stimuler les économies lors des crises comme la pandémie. Les banques centrales ont inondé l'économie d'argent pour faciliter le prêt et les dépenses. Cela a aidé les riches à faire fructifier leur argent grâce à des investissements sur les marchés financiers. On reviendra dans un autre podcast sur la manière dont les riches opèrent pour augmenter leur richesse, mais ce qui m'intéressait ici, c'est le pourquoi. Pourquoi? Il est tentant de penser que plus vous êtes riche, plus vous êtes susceptible d'agir équitablement. Après tout, si vous en avez déjà assez pour vous-même, il est plus facile de penser à ce dont les autres pourraient avoir besoin. Et voilà, les recherches suggèrent le contraire. À mesure que les gens gravissent l'échelle sociale, leur sentiment de compassion envers les autres diminue. C'est un article vraiment intéressant des psychologues de Berkeley, Paul Piff et Dager Keltner. Et donc, ils ont mené plusieurs études pour déterminer si la classe sociale, mesurée par la richesse, le prestige professionnel et l'éducation, bien, influençait, à quel point influençait nos sentiments pour les autres. Dans cette étude, Piff et ses collègues ont observé discrètement le comportement des conducteurs en voiture à une intersection à 4 voies très fréquentée. Ils ont constaté que les conducteurs de voitures de luxe étaient plus susceptibles de couper les autres automobilistes au lieu d'attendre leur tour à l'intersection.
Cela était vrai pour les conducteurs hommes et femmes de la classe supérieure, quelle que soit l'heure de la journée ou la quantité de trafic à l'intersection. Dans une autre étude, ils ont constaté que les conducteurs de voitures de luxe étaient également plus susceptibles de dépasser un piéton essayant d'utiliser un passage pour piétons, même après avoir établi un contact visuel avec le piéton. Alors, afin de déterminer si l'égoïsme, la cupidité mène à la richesse, ou plutôt l'inverse, c'est la question mérite d'être posée. Eh bien, Piff et ses collègues ont mené une étude dans laquelle ils ont manipulé les sentiments de la classe supérieure des gens. Les chercheurs ont demandé aux participants de passer quelques minutes à se comparer à des personnes mieux ou moins bien loties qu'eux financièrement. Ensuite, on a montré aux participants un pot de bonbons et on leur a dit qu'ils pouvaient en emporter autant qu'ils le voulaient. On leur a également dit que les bonbons restants seraient donnés aux enfants dans un laboratoire voisin. Les participants qui avaient passé du temps à réfléchir à quel point ils étaient mieux lotis que les autres ont fini par prendre beaucoup plus de bonbons pour eux-mêmes, ce qui en a laissé moins pour les enfants. Mais non, vous inquiétez pas, les enfants ont eu leurs bonbons. Enfin, il n'y avait pas d'enfants. Alors, une série d'études connexes qui a été publiée par Keltner et ses collègues en 2011. Euh, Cette série d'études a examiné comment la classe sociale influence les sentiments de compassion envers les personnes qui souffrent. Alors, dans cette étude, ils ont constaté que les personnes moins aisées sont plus susceptibles de déclarer ressentir régulièrement de la compassion envers les autres. Par exemple, ils sont plus susceptibles d'être d'accord avec des affirmations telles que je remarque souvent des personnes qui ont besoin d'aide et il est important de prendre soin des personnes vulnérables. Cela était vrai même après avoir contrôlé d'autres facteurs, euh, comme par exemple le sexe, l'origine ethnique et les croyances religieuses, hein, qui auraient pu affecter les sentiments de compassion. Dans une seconde étude, les participants ont été invités à regarder deux vidéos tout en faisant surveiller leur fréquence cardiaque. Alors, une vidéo montrait quelqu'un expliquant comment construire un patio, l'autre montrait des enfants atteints du cancer. Après avoir regardé les vidéos, les participants ont indiqué à quel point ils ressentaient de la compassion en regardant l'une ou l'autre des vidéos. La classe sociale a été mesurée en posant aux participants des questions sur le niveau de revenus et d'éducation de leur famille. Les résultats de l'étude ont montré que les participants à l'extrémité inférieure du spectre, avec moins de revenus et d'éducation donc, étaient plus susceptibles de déclarer ressentir de la compassion en regardant la vidéo des patients atteints de cancer. De plus, leur fréquence cardiaque a ralenti en regardant la vidéo sur le cancer, une réaction associée à une plus grande attention aux sentiments et aux motivations des autres. Alors ces résultats s'appuient sur des recherches antérieures montrant à quel point les individus de la classe supérieure sont moins capables de reconnaître les émotions des autres et moins susceptibles de prêter attention aux personnes avec lesquelles ils interagissent, par exemple en vérifiant leur téléphone portable ou en gribouillant. Mais pourquoi la richesse et le statut diminueraient-ils nos sentiments de compassion pour les autres? Hein, c'est ça la question. Après tout, il semble plus probable que le fait d'avoir peu de ressources conduirait à l'égoïsme, hein, pour protéger le peu qu'on a. Bien, Pif et ses collègues soupçonnent que la réponse peut avoir quelque chose à voir avec la façon dont la richesse et l'abondance nous donnent un sentiment de liberté et d'indépendance vis-à-vis les autres. Moins nous devons compter sur les autres, moins nous nous soucions de leurs sentiments. Cela nous amène à être plus centrés sur nous-mêmes. Piff et ses collègues ont découvert que les personnes les plus riches sont plus susceptibles d'être d'accord avec les déclarations selon lesquelles la cupidité est justifiée, bénéfique et moralement défendable. Ces études ont fini par prédire la probabilité que les participants adoptent un comportement contraire à l'éthique et à la morale. Compte tenu de l'inégalité croissante des revenus en Occident, la relation entre la richesse et la compassion a des implications importantes, hein.
Ceux qui détiennent l'essentiel du pouvoir dans ces pays, dont le nôtre, ont tendance à venir de milieux privilégiés. Si la classe sociale influence à quel point nous nous soucions des autres, alors les plus puissants d'entre nous sont peut-être les moins susceptibles de prendre des décisions qui aident les plus vulnérables et les plus pauvres. Ils peuvent également être les plus susceptibles d'adopter un comportement contraire à la morale et à l'éthique. Il est donc clair que le milieu financier est un terreau fertile pour la cupidité, ce qui explique en partie la crise des subprimes de 2008-2009 qui a mené à une des plus grandes crises financières de notre époque moderne en mettant à la rue des millions de personnes. Mais discuter des inégalités sociales n'est jamais simple et mène bien souvent à un débat entre les perceptions et la réalité. Soyons honnêtes, il est tout à fait naturel de privilégier son intérêt personnel sur celui des autres, du moins jusqu'à un certain point. Même les plus cupides d'entre nous considèrent qu'il y a une limite. Et plus souvent qu'autrement, c'est une question de normes sociales. Nous l'entendons de la bouche de nos élus, l'acceptabilité sociale. Il n'y aura pas de projet s'il n'y a pas d'accessibilité sociale. Présenté sous les habits d'un consensus démocratique, il s'agit plutôt d'un seuil où la cupidité nuit davantage à l'intérêt personnel. Il s'agit autant de bien paraître que de respecter ses propres valeurs. Chaque individu a un niveau différent pour ce que dans la théorie du jeu on nomme l'offre minimale acceptable. Au-delà de ce point, l'individu sait que ce qu'il offre est injuste. Et c'est à l'intérieur de cet espace que les perceptions biaisent les riches comme les pauvres. Michael Norton, un professeur en administration des entreprises, et Dan Ariely, un psychologue et chercheur en économie comportementale, ont demandé à un vaste échantillon d'Américains leur avis sur ce que devrait être la répartition des richesses aux États-Unis. Quelle fraction de la richesse, par exemple, devrait revenir aux 20% les plus riches? Ils leur ont également demandé d'estimer la répartition actuelle des revenus. Pour la section idéale, la répartition idéale, les Américains pensent qu'idéalement, les 20% les plus riches devraient posséder un peu plus de 30% de la richesse totale. Un peu d'inégalité désirable, mais pas trop. Pour la section estimée, les personnes interrogées pensent que les 20% les plus riches possèdent environ 60% de la richesse. En réalité, le quintile supérieur possède 85% de la richesse. La répartition réelle est beaucoup plus inégale que l'estimation du grand public et est très éloignée du faible niveau d'inégalité désiré. Deux groupes différents ont été interrogés, un premier ayant des revenus au-dessus de 100 000 dollars et un deuxième avec des revenus en bas de 50 000. Les deux groupes sont pour l'essentiel d'accord sur la répartition idéale des richesses. Les Américains ayant un revenu supérieur à 100 000 dollars pensent que la part revenant aux 20% les plus riches devrait être légèrement supérieure à celle préconisée par ceux gagnant moins de 50 000 dollars. Bref, il n'est pas si clair que tous les riches se rendent compte qu'ils sont cupides puisque leur vision des inégalités et la perception qu'en ont les plus pauvres est erronée et loin de la réalité. Et c'est sans doute ce qui explique partiellement l'équilibre que nous vivons dans les sociétés occidentales. De chaque côté, les individus pensent être tout près de l'offre minimum acceptable. La solution? Les inégalités économiques sont un problème multifactoriel. Et cela va prendre plusieurs idées novatrices pour les réduire, et plusieurs années. Cependant, on peut débuter par l'éducation, afin de changer les perceptions et développer des préférences altruistes. Les études suggèrent que les individus ne sont pas seulement motivés par l'intérêt personnel. L'altruisme, la punition par les pairs et les accords négociés peuvent contribuer à la résolution des désaccords sociaux. Il peut y avoir des conflits d'intérêts sur le partage de gains mutuels, oui, ou parce que les personnes préfèrent des équilibres différents, mais les préférences sociales et les normes comme l'équité peuvent mener à plus de justice sociale.
Merci à tous, c'était Walid Romani pour Document 1. À la prochaine!